Salut Florian, bienvenue au Labo, le premier podcast luxembourgeois. Alors tu avais participé lors de notre premier congrès qu'on avait intitulé le Labo Show ici à Arlon. Et c'est vrai que cet événement, c'était aussi un événement préalable au lancement de ce premier podcast luxembourgeois qu'on appelle le Labo. Pourquoi ce nom? Le labo, c'est parce que ça nous fait penser évidemment au mot laboratoire, dans le sens laboratoire d'idées. Parce qu'on veut que ici, lors des discussions qu'on a dans le cadre de ce podcast, c'est de pouvoir rencontrer et mettre en évidence des personnes qui comptent dans la province du Luxembourg, et dont tu fais évidemment partie, vu que tu avais déjà été invité à notre Labo Show et aujourd'hui à ce podcast, pour ce podcast. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Donc, Florian Poncelet, donc président des jeunes agriculteurs wallons, et également agriculteur en province du Luxembourg, près de Libramont, plus près d'Arbé, plus précis. Et donc voilà, on est sur une exploitation de type blanc-bleu belge avec une partie de culture, mais bon, le revenu principal c'est les bovins, et maintenant je suis 2-3 jours par semaine, syndicalement pour les jeunes, et essayer que le milieu se pense un peu à nous et qu'on veuille s'installer et qu'on continue dans le futur surtout. Et qu'est-ce qui t'a donné la fibre de te lancer dans le monde agricole? Donc la ferme est voisine de la maison de mes parents, c'était la ferme de mon oncle. J'ai toujours été depuis tout petit et je me voyais mal laisser partir ça à un étranger ou voilà, un étranger, on se comprend, hein, un autre que moi, voilà. Voilà, je ne voulais pas laisser partir ça. D'accord. Et ça fait combien de temps maintenant que tu as investi dans la Fédération des jeunes agriculteurs? Ça va faire 2 ans ici au mois de juin. Depuis 2022. Donc à la FJA de Wallonie. Wallonie, c'est ça, ouais. Et comment fonctionne la FJA? Donc c'est comme tout syndicat, ça fonctionne sur une pyramide. Donc on commence par les sections locales qui sont plutôt pour tout ce qui est événements, festivités et autres. Après, Quel type d'événement? Il y a les concours meilleurs juges qui sont en été, il y a les soirées bien sûr, bon, il y en a moins dans la région, dans le Luxembourg, on va sur Namur, sur Liège, il y a beaucoup de soirées forfaitaires, donc ce que les jeunes aiment beaucoup. On aimerait bien en savoir plus, effectivement. Bon maintenant, les soirées forfaitaires, ça tombe bien que la politique est près de moi, on ne peut pas au Luxembourg. Ah! Parce que ça incite à la débauche, donc pour faire des soirées forfaitaires, on doit faire ça en province de Namur et province du Hainaut. Et donc, principe d'une soirée forfaitaire, c'est... On paye, nous, c'est 20 € à l'entrée, ensuite, c'est... Et l'idée, j'imagine, c'est de déguster les produits... Le jeune, c'est surtout de faire une bonne grosse guinze. Ah, d'accord. Comment on sait les faire comme je savais les faire dans mon jeune temps. Ok. Et les autres activités, alors Maintenant, il y a aussi tout ce qui est la formation. Donc, on réalise la formation de cours A et de cours B, qui sont les cours obligatoires pour être installé dans l'agriculture. Sans le diplôme, on ne peut pas accéder aux aides compensatoires. Mais il y a aussi une partie de cours C, qu'on appelle ça, c'est des cours plutôt plus techniques, que ce soit l'insémination, que ce soit les technologies, que ça peut être... s'il y a une demande, le parage des pâtes, c'est vraiment en fonction des membres, ce qu'ils nous demandent comme cours, et on cherche un professeur et on donne ce cours-là pour les membres. Bon, les non-membres peuvent venir, mais eux, ils doivent financer leur cours. Ok, et donc tu parlais des sections locales et de la fédération wallonne. Et comment ça s'articule alors le fonctionnement entre les différentes sections et la fédération? Il y a plus de 50 sections locales, donc il faut être élu dans ta section, soit président, vice-président, secrétaire, trésorier ou autre. Ensuite, il y a 5 sections provinciales qu'il faut être élu localement puis provincial. Et ensuite, de là, on a accès au comité directeur, on est une quarantaine. Et c'est ces 40-là qui élisent le président et les 4 vice-présidents on dit national, mais c'est Wallonie. Oui, oui. Au niveau du flamand, il y a les Groene-Krien. Et puis, niveau agricole, on n'est quand même pas les mêmes entre la Flandre et la Wallonie, donc voilà, c'est bien séparé. Et donc voilà, le comité directeur élit le président, mais aussi pour une décision, si demain on veut manifester comme on sait le faire, on sait se faire entendre, c'est le comité directeur qui dit bon maintenant c'est ce qu'on y va. Bon, faut mon accord forcément, mais je les écoute principalement. Et toi alors, tu as aussi commencé dans une section locale? Moi j'ai un peu brûlé les étapes, c'est-à-dire que je suis arrivé en FJA en 2020, donc avant le Covid. Les sections locales pendant 1 an, il n'y a plus rien eu, enfin 1 an, presque 2 ans. Donc je suis passé du local tout de suite au provincial et tout de suite au national, donc je n'ai pas vraiment respecté l'échelon de commencer à 16 ans en section locale et d'arriver à 25-30 ans à la présidence. J'ai tout fait sur 2 ans. On peut dire que tu as eu une ascension fulgurante dans le milieu des FJA. Quand je suis arrivé à FJA, mon but était clairement d'aller pour le syndical. Je n'y ai pas été tout de suite pour si j'allais aux événements et je donnais un coup de main vu que des copains étaient dedans, mais j'ai jamais été impliqué en section locale avant maintenant, quoi. Et est-ce que ça arrive souvent qu'on ait un
président ou une présidente de la FJA Wallonne qui soit de la province de Luxembourg? Je pense que je suis le premier. Je pense aussi. Je pense aussi. Je pense que je suis le premier. Souvent, c'est plutôt... Et on t'en félicite d'ailleurs. C'est une fierté pour nous. Ouais, pour nous aussi, parce que je trouvais que l'élevage n'était plus du tout soutenu au niveau des syndicats, ce qui est logique. Souvent, on élite des gens, les bureaux sont à Namur, des gens de Namur, Liège, qui sont plutôt des grandes cultures. L'élevage n'a presque plus par là, donc c'est ça qu'en ayant... il y a d'ailleurs un vice-président qui vient d'Arlon, qui est aussi pour l'élevage. Donc c'est ça que je trouvais ça bien quand le Luxembourg, on était 3 à avoir été élus. 3 sur 5, c'est quand même pas mal. Ça Donc fait une majorité. On a montré que sous la Meuse, il y a un pays que j'appelle toujours ça. Parce que généralement, on s'arrête... aussi on s'embre et Meuse et en dessous, on a oublié. On en est déjà des Français, des Luxembourgeois, mais c'est pas vrai. Et quelles sont tes fonctions en tant que président de la FJA? La fonction, c'est principalement de la représentation, parce que donc il y a un bureau administratif avec les employés et un secrétaire général qui eux organisent. C'est vraiment eux qui travaillent pour la FJA, qui organisent les formations, qui pour la défense syndicale lors d'une deuxième lecture au Parlement ou quoi, c'est les employés, c'est un employé qui est chargé politique qui y va. Et moi, étant élu, j'amène le mouvement vers où les membres veulent le diriger. C'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut toujours rester en cohésion avec les membres. Et surtout ne pas être trop âgé. Il faut bien dire que les plus jeunes membres ont 14-15 ans. Si le président en a 40, il y a un peu un fossé qui se crée. C'est ça que le but est quand même toujours d'être jeune dans sa tête et d'être bien... Être à la page. Être à la page, voilà. Surtout à l'heure actuelle, vu comment ça évolue... je veux dire, il y a 5-6 ans d'ici, on ne parlait quand même pas beaucoup des vidéos sur Facebook, Instagram, que maintenant c'est monnaie courante. Tu dois être sur les réseaux, c'est même une façon de communiquer, même une façon d'influencer aussi. Mon prédécesseur, il ne se tracassait pas. La fonction a évolué des dernières années. Comme tout, hein, la politique, tout a évolué. Mais c'est ça qu'il faut toujours être dans le mouvement et c'est pas évident quand même. Je vois bien que sur 2 ans ici, 1 an et demi, je sens que c'est plus la même chose qu'il y a 1 an et on verra bien dans le futur, mais ça va encore évoluer. Parmi les événements dont tu parlais tout à l'heure, la première fois où on s'est rencontrés, c'était lors de la foire agricole, qui avait lieu à Libramont durant cet été. Quelle est ton opinion sur la foire agricole? La foire agricole, ça reste, moi j'appelle toujours ça la grand-messe agricole. Je veux dire, tous les agriculteurs de la région et du pays, sauf moisson, travaux dans les champs, mais vont au moins une journée à Libramont. Et on a un stand depuis 1 an maintenant. En fait, deuxième année qu'on avait un stand. Et c'est vrai que les membres aiment de venir boire un coup sur notre stand, fatalement, c'est le but de la foire, mais aussi de nous rencontrer une fois hors réunion et hors événements qui s'organisent eux-mêmes. Dans leurs événements, ils sont pris par le travail, ils n'ont pas le temps de discuter avec moi, que là, ils viennent, ils sont... Puis le lundi, c'est le discours du président, c'est le moment où je place mes petites piques aux politiques qui sont devant moi. On va en parler peut-être un peu plus. Pour toi, quelles sont les priorités que tu as également, la FJA, pour le monde agricole et pour les jeunes agriculteurs, agricultrices en particulier? Pour l'instant, il y a un dossier qui fait beaucoup de bruit et où on coince un peu, c'est sur l'accès au foncier. Savoir que le prix du foncier en Wallonie, il est en train de flamber parce que des acquéreurs sont extérieurs. On a Colreuil dans le Hainaut. Ici, il y avait le sapin de Noël. Bon, le sapin de Noël, ça veut dire que c'est un peu calmé, mais sur Arlon, c'est les luxembourgeois. Donc on est au détriment d'autres secteurs qui, eux, ont de l'argent qui vient d'autre part. Que l'agriculteur, on ne saurait pas acheter des terrains. Colreuil t'a acheté à 100 000 €, c'est pas possible pour nous. Un agriculteur, s'il met 40 000 €, il se met déjà une bonne corde au cou. Donc on ne saurait pas égaler ces offres-là. Et pour ça, on aimerait bien qu'au niveau du gouvernement wallon, qu'il active son droit de préemption. Après, on sait que l'enveloppe, elle n'est pas infinie. Oui. Mais s'il savait parfois activer ce droit de préemption pour relouer un jeune, qui le jeune peut-être bien saura l'acheter plus tard, mais au moins dans un premier temps, faire une location sous le bail à ferme. Enfin, il y a plein de pistes à envisager, mais on se rend compte que du foncier qu'on coince, ou alors ça freine des cas de fer derrière nous, je ne sais pas, mais ça n'avance pas. Vous ressentez un manque de soutien? On sent sur ce dossier-là qu'il n'y a pas de soutien du tout, oui. Ah. C'est pas qu'il y a un manque, c'est qu'il n'y en a pas du tout. Une absence de soutien total pour l'accès au foncier. Et c'est la base pour un jeune ou une jeune agricultrice qui souhaiterait se lancer, évidemment. Sans foncier, c'est compliqué de produire. Hein, voilà. Donc, voilà. Maintenant, ça reste sujet sensible dans le sens où c'est un placement. Celui qui a acheté un terrain il n'y a pas longtemps, il a placé de l'argent. Le jeune ne s'est pas en placer, mais celui qui l'a placé, donc ça va être compliqué maintenant d'aller diminuer les prix.
ils sont arrivés tellement haut que ça va être compliqué de les calmer. C'est ça je ne sais pas trop ce qu'il faut faire, mais il va falloir, après les élections, que le gouvernement se penche quand même correctement sur ce dossier-là. Et hormis, qui est déjà un dossier important, qu'est l'accès au foncier, y a-t-il d'autres préoccupations peut-être spécifiques au monde agricole de la province de Luxembourg? Il y a les aides PAC, donc la politique agricole commune, qui viennent de l'Europe et que chaque État membre l'ajuste en fonction de son pays. Bon, nous, c'est différent de la région. Mais on travaille là-dessus. Donc, il faut savoir que la PAC, c'est des aides compensatoires pour que nos productions soient un tarif correct pour le consommateur. C'était ça le but de base. Mais maintenant, via cette PAC, on nous impose des normes environnementales qui arrivent parfois, on ne sait pas trop de où ni pourquoi. Et du coup, on diminue tes prix, mais le prix de vente des matières, donc la viande, les céréales, les légumes, tout ce qu'on produit, n'a pas évolué. Le prix du lait à 35 cents, il était déjà en 1990. Donc, c'était en francs, mais l'équivalent en euros, c'est 35 cents. Comment voulez-vous que des productions qui ont le même tarif depuis 30 ans puissent nous faire vivre alors que, on sait, on va aux courses au magasin, tout a évolué, encore avec l'index qu'il y a il y a l'an passé. Tous les prix ont évolué. Tout évolue, une voiture, maintenant il faut 20 000 euros, une maison, on ne va même pas en parler, tout évolue et nous pas, notre revenu pas. Mais pourtant, dans la grande surface, ça a évolué. Donc, comme j'explique, où part la marge là. Qui se sert là-dessus? Et ça aussi, on avait fait une campagne. C'est pas au bénéfice des jeunes agriculteurs d'après de l'agriculture au général. Maintenant, voilà, on avait fait une campagne en 2020, juste avant le Covid, qui a été stoppée par le Covid, qui s'appelait les dindons de la farce, où on se demandait où partait la marche. C'était ça la question. Donc il y avait des petites pancartes, on avait fait le long des routes, donc avec des petits slogans qui s'engraisse le plus avec une vache, qui est la vraie vache à lait. Il y avait l'autre, c'était on nous raconte de belles salades avec une salade. On avait essayé de trouver des mots avec nos productions. Malheureusement, on a été arrêté par le Covid, où c'était le sujet à la mode, c'était Covid et plus nous. Ouais. On avait perdu l'audimat, c'est dire ça comme ça. Et ça, on a voulu travailler. À l'époque, c'était avec M. Magnette qui avait regardé pour l'observatoire des prix. On en a parlé au labo chaud ici avant l'hiver. Mais voilà, ça s'est arrêté là. J'espère que les législatures suivantes, ils vont rouvrir ce dossier pour clairement qu'on sache où va cette marche, parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui s'engraisse. Ils disent tous que c'est pas eux, mais il y a bien une place qui s'engraisse. Mais c'est vrai que dans de nombreux secteurs qui ont été touchés par les différentes crises successives, que ce soit la crise sanitaire ou même la crise énergétique, cette question elle est revenue aussi. La question de pouvoir avoir un vrai observatoire des prix des différents produits du ménage, pour voir justement, pour éviter que des grandes entreprises puissent avoir une marge bénéficiaire énorme et puissent avoir des surprofits comparativement aux petits producteurs qui ne peuvent pas forcément pouvoir toujours suivre les marges bénéficiaires que des grosses productions pourraient avoir. Donc la question de l'observatoire des prix, en tout cas d'avoir une vraie transparence sur les prix des différents produits, c'est un sujet qui est actuellement sur la table au niveau fédéral pour essayer d'avoir justement plus de transparence et de manière transversale. Donc je pense que c'est un sujet qui avance petit à petit, qui est porté par le ministre Pierre-Yves Dermagne, qui est en charge de l'économie. Et donc je pense effectivement que c'est une des solutions qu'on doit pouvoir soutenir à terme. Parce qu'il est logique de vendre et de gagner de l'argent sur ce qu'on vend. C'est quand même pas normal, on est le seul secteur qui vend à perte. Donc je veux bien qu'on travaille sur les aides compensatoires, on travaille sur le prix du foncier, on nous subsidie pour acheter du matériel, mais dans le fond, si on travaillait sur le vrai problème, qui est le manque de marge sur nos productions, c'est quand même le problème de base. Personne ne se lève le matin pour ne rien gagner, il faut quand même vivre aussi. Donc c'est ça qu'on travaille sur un tas de dossiers, mais dans le fond, je pense que le plus important, c'est celui qu'on parle le moins, c'est les marges. Et pour moi, il faut d'abord aller... C'est le cœur du problème. C'est ça, dans tout le milieu. Demain, tu vas réparer ta voiture, le garagiste, il a besoin d'argent, il va te facturer X euros en plus. C'est logique, il faut qu'il gagne sa vie. Mais toi, c'est pas comme ça. Tu peux pas dire, je vais vendre ma bête 200 euros plus cher parce que j'ai besoin d'argent. Non, on peut pas faire ça, nous. On est écrasé par celui qui nous vend nos matières premières, et on est écrasé par celui qui nous achète nos productions. Donc on est vraiment en dessous d'une pyramide, qui est à l'envers, bien sûr.
C'est ça. Donc, sans doute que ça pourrait faire partie des priorités à défendre, j'imagine, vous, dans les prochains mois, pour défendre les jeunes agriculteurs et le monde agricole dans sa globalité. Et c'est vrai que nous, côté politique, ça doit être des messages qu'on doit pouvoir entendre pour pouvoir proposer des solutions concrètes. Et en cela, j'avais peut-être un sujet dont je voulais discuter avec toi. C'est qu'il y a des initiatives qui sont mises en place de forme de hub, en tout cas de mise en commun des produits locaux pour favoriser la distribution des produits locaux et soutenir l'économie dite circulaire, un mot un peu galvaudé, mais en tout cas pour favoriser la distribution des produits locaux au plus grand nombre. C'est par exemple ce on va mettre en place à terme dans ma commune, d'avoir une forme de hall relais des produits locaux pour soutenir justement nos agriculteurs et nos producteurs au niveau local. Que penses-tu de ce type d'initiative ? Moi, je trouve ça, c'est une belle initiative. Et bon, j'ai parlé ici à l'échelle de la Wallonie. Pour moi, ça va être un marché niche, c'est-à-dire qu'on se revend une partie de nos produits via ces collectes, ou alors les vendre dans les cantines. Enfin, il y a un système qui se met en place dans différentes communes, mais ça ne va pas reprendre toutes les marchandises qu'on produit. Donc, ok, il y aura une partie où on saura gérer notre prix, gérer notre production et nourrir les gens localement. Ça, c'est magnifique, hein, ça. Mais ça reste un faible pourcentage de production. On exporte quand même une partie de nos productions, on en importe aussi. Mais voilà, je pense que ça, c'est une très bonne décision. Et ça se développe de plus en plus, c'est tant mieux, mais ça va pas reprendre tout. Donc ça reste une solution, mais qui a peut-être un effet relatif. Trop petite. Voilà. Après, c'est logique, hein, on peut pas demain vendre tout en circuit court, ou alors il va me falloir un magasin avec 2 employés. Donc voilà, on peut pas. Puis tout le monde n'est pas vendeur dans l'âme non plus. Celui qui se sent bien dans ses bêtes ou dans ses champs, il n'est pas forcément à l'aise de faire un magasin chez lui et de vendre à la ferme. C'est pas donné à tout le monde le commerce. Non. C'est 2 activités qui peuvent être complémentaires, mais qui sont quand même différentes. Mais c'est ça, je pense que beaucoup d'agriculteurs, ils se sentent bien dans leur exploitation, mais qu'ils doivent en parler, c'est déjà pas évident. Ouais. Alors si en plus ils doivent vendre leurs produits, on va y aller pas à pas. C'est ça. Et donc, pour toi, c'est quoi, comment est-ce que fonctionne la concertation ? Ça, c'est une question que j'avais. Comment fonctionne la concertation entre la FJA et le gouvernement, de dire tout au long de la législature, évidemment. Là, on va arriver dans les moments de campagne, donc vous allez peut-être faire des actions de sensibilisation ou même des actions coup de poing à voir. Mais tout au long de la législature, hors des périodes de campagne, comment fonctionne la concertation entre votre secteur et le gouvernement ? Mais il faut savoir que tout ce qui est organisation agricole est souvent convié en deuxième lecture. Donc entre la première et la deuxième lecture, on est souvent convié pour donner notre avis ou pour affiner une chose ou l'autre. Donc on communique beaucoup avec le ministre de l'Agriculture et fatalement la ministre de l'Environnement aussi, vu qu'on est quand même beaucoup lié à l'environnement. Donc voilà, de base, on intervient entre la première et deuxième lecture, ça c'est la base de base, mais généralement on est déjà convié avant la première lecture pour mettre ça dans un sens logique et comprendre quel est le but d'une loi qui va être sortie ou d'une modification ou d'un arrêté. Donc voilà comment on communique, et je pense qu'il y a des réunions, je crois, au minimum une fois par mois, et plus s'il y a des sujets qui reviennent. Des sujets d'actualité ou des choses à traiter. D'accord. Et ensuite, vous revenez, j'imagine, vers vos membres, et vous avez cette concertation interne pour renvoyer les messages. Donc en fait, le chargé politique donc, qui assiste aux différentes réunions, donc au cabinet, revient vers le bureau national, donc les élus en haut de la pyramide, je t'expliquais tantôt, et de là, nous, on communique au comité directeur, voir s'ils veulent qu'on aille manifester ou si on accepte. Voilà, veut dire, pour résumer les choses quand même. Donc, c'est clairement le comité directeur, donc les 50 membres que je parlais, qui vont dire, oui, on pourrait peut-être axer sur ça ou axer là-dessus. Voilà, donc, on revient toujours à notre base, et puis on revient après pour ajuster. C'est ça. C'est vrai que ça fait plusieurs fois que tu parles des manifestations. Comment ça... quel est le dernier dossier pour lequel vous êtes allé en manifestation, par exemple ? Ou un des derniers dossiers ? On en a eu 2 sur la même semaine. Oui. C'est qu'on a été manifesté chez Colruyt, vu qu'ils avaient encore acheté des terres à des prix exagérés. C'était où ça ? C'était à Oligny, dans le Hainaut, Oui. sur leur site de produits, où les camions se dispatchent. Oui. Et la deuxième, c'était pour la BCAE5, je ne sais pas si tu as suivi le dossier, donc le dossier érosion, qui maintenant est classé pour 2 ans, vu qu'on revient à la loi ancienne et la nouvelle, on a 2 ans pour l'ajuster, on va dire ça comme ça.
Et là, bah, c'était clairement deux dossiers qui étaient un peu liés, parce qu'on avait d'un côté des terres qui étaient achetées par un industriel, et de l'autre, on ne pouvait plus travailler nos terres comme on le voulait, parce qu'il y avait une pente, il y avait de l'érosion, qui n'était pas du tout avec une cartographie qui était élaborée totalement de travers. Donc on ne pouvait que... Il n'y avait que le blocage qui fonctionnait pour faire réfléchir un peu tout le monde. Et tu sais nous en dire un peu plus, d'abord, enfin sur chacun des deux dossiers, d'abord sur Colruyt, comment ça s'était passé? Ça s'est passé qu'un agriculteur a eu ses terres à vendre, il n'a pas su les acheter. Ouais. Donc, il nous a téléphoné en disant qu'il y avait une offre de Colruyt et qu'il n'aurait pas su l'égaler. Et là, on s'est dit, mais si les industriels commencent à venir acheter au terrain, il va falloir qu'on hausse le ton. Et là, oui, ça s'est décidé le mardi matin, et le jeudi matin, on est arrivé. Ça, ils sont venus avec une proposition totalement hors norme, j'imagine. Il n'y a pas eu de proposition, c'est qu'ils ont acheté, paf, ils ont... Ah, ok. Voilà, le temps des seigneurs, on vient, on gobe tout. Et ça, on a dit non, là, il faut... Et voilà, quand j'ai envoyé au membre qu'il me fallait quelques tracteurs pour montrer un peu la voie, oui. J'en ai eu 110, quoi. D'accord. Donc j'ai eu du mal de garer tout le monde devant l'usine, mais au moins ça prouvait qu'il y avait vraiment un ras-le-bol total. Ouais. Et de là, maintenant, on est en discussion avec Colruyt pour essayer de trouver un accord, mais bon, c'est pas évident. Ils ne sont pas trop d'accord avec nous, et nous ne sommes pas d'accord avec eux non plus, ce qui est logique. Mais voilà. Et le deuxième, c'était vis-à-vis de la PAC, qui était mise en œuvre ici en 2023. Et il y avait la loi, donc la BCE5, donc qui est une mesure, si on ne la respecte pas, on ne touche pas nos subventions. Donc on doit absolument rentrer dans les clous, c'est un règlement. Mais qui était basé sur une cartographie, donc qui répertoriait des terrains en extrême, en élevé. Donc c'était le lien d'érosion. Pour eux, il y avait beaucoup d'érosion dans les extrêmes, un peu moins dans les élevés, très élevés. Voilà. Il y avait toute une succession. Et en fonction de la couleur du champ, on ne peut peut-être plus rien planter si ce n'est une prairie. Mais il y a planté des prairies dans les régions où ils font des légumes. C'est quand même mitigé. Tout qu'il n'y a plus de bêtes, donc qui est-ce qui va manger ça? Voilà, c'est la question. Et là-dessus, la carte a été retravaillée, mais il faut qu'on n'y arrivera pas. Cette carte-là doit être totalement revue. On ne saurait pas l'ajuster, elle doit totalement être revue. Donc là-dessus, il y a eu une demande de ministre de l'Agriculture à l'Europe pour nous laisser pendant 2 ans appliquer l'ancien règlement. Une période de transition alors. Voilà, c'est ça que je cherchais les mots. Pour espérer travailler cette cartographie, ce règlement-là, pour qu'il soit... digéré. Oui. Parce que là, quand l'administration, donc le SPE, a communiqué aux agriculteurs les champs en question qui étaient plus cultivables, il y a eu un cri de colère. Parce que ça aussi, l'administration au niveau de la communication, c'est pas des champions. Donc ils envoient parfois des courriers un peu pas très clairs, qui donnent plus envie à la colère qu'envie de le comprendre. Qu'à l'adhésion du message. Ça aussi, au niveau de l'administration, si tu veux travailler là-dessus, je te le laisse parce que la communication, c'est pas pour eux. Ah, il y a du boulot à faire aussi à ce niveau-là. Il y a beaucoup de boulot chez eux. Ouais. Ils sont encore machine à écrire, à mon avis. D'accord. Du travail. Donc il faudrait moderniser un petit peu et voilà. En tout cas affiner les messages pour qu'ils soient peut-être mieux compris. Oui, voilà, c'est ça. Qu'ils soient mieux compris. Le message, il est clair, mais il n'est pas bien compris. Ou dit de façon trop... En fait, l'agriculture n'aime pas le changement radical. Il faut s'adapter. Et ça, quand nous avons un courrier, demain, cette terre-là n'est plus cultivable. Noir ou blanc, mais il n'y a pas eu de gris entre les deux. Donc il faut peut-être essayer d'avancer crescendo. Et donc là, suite à ce message que vous avez reçu de l'administration, vous avez lancé un mouvement de manifestation alors. Un mouvement de colère, on dit ça comme ça, parce que on voyait bien qu'on n'arrivait pas à négocier, qu'on n'arrivait à rien. Il y avait des freins, des 4 fers derrière nous. On se dit, bon, il va falloir hausser le ton. Et généralement, quand tu arrives avec 50 tracteurs au milieu de Namur, ça aide à percuter un peu. Ah, donc vous êtes allé au siège devant l'administration. Il y avait une réunion, on s'est garés tous là au plein milieu. D'accord. C'était clair et précis. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un vrai mouvement, une vraie envie de se faire entendre au niveau des instances, que ce soit au niveau de l'administration, au niveau du gouvernement, au niveau de l'Europe. On voit que vous avez envie de pouvoir faire entendre vos messages et qui peuvent être louables, je pense, qui doivent pouvoir faire l'objet aussi de discussions, mais on voit un vrai dynamisme en tout cas qui se met en place au niveau de la FJA. Le dynamisme, après voilà, la BCE5, on a manifesté nous une semaine, mais un autre syndicat l'avait déjà fait une semaine avant, parce qu'on s'est rendu compte, les 3 syndicats, que... Voilà, dans commun accord, il fallait qu'on répète les colères, parce que c'était pas du tout logique ce qu'ils ont sorti là. Il fallait... Quand une loi vient et qu'on a le temps de l'appliquer, de la comprendre, de l'ajuster, cette loi-là, elle passe, il n'y a pas de problème. Mais quand du jour au lendemain, on dit non, ça c'est fini, pas possible.
Et le monde agricole a toujours l'impression de ne pas être entendu. D'être un peu oublié. En même temps, on représente 1%. Donc, qu'est-ce que 1% dans 1%, mais dans le rôle que vous avez dans la société, évidemment. Le rôle est super important, mais comme il est fondamental. Comme nous ne sommes qu'un petit pourcent, ben, certains politiques nous ont carrément oubliés. Donc, il va falloir... donc, c'est pour ça que les manifestations, c'est bien, ça amène... Vous voyez, on n'est pas nombreux, mais si vous voulez, on peut tout bloquer. D'accord. Ça, souvent, ça va être pas mal, ça. C'est ça. D'ailleurs, si tu penses plus tard, méfie-toi. Si le jour en arrive, c'est que tu as fait de bêtises. Non, mais je me concerterai avec toi. Tu fais ça. Voilà. Téléphone-moi avant. Très bien. Ben, en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir passé du temps avec nous et d'avoir répondu à nos questions. C'est vrai que pour nous, on avait aussi l'envie de pouvoir mettre en lumière des acteurs qui sont parfois qui peuvent paraître oubliés, ou en tout cas peu forcément entendus. Et donc, c'est pour nous l'occasion de pouvoir donner une voix à ceux qui veulent se faire entendre dans le cadre de ce premier podcast luxembourgeois. Donc, merci beaucoup à toi d'avoir consacré du temps à nos côtés, et sache que de notre côté, tu as été entendu. Encore merci de l'invitation et bonne chance pour ta campagne qui arrive et pour j'espère, ton futur mandat. Merci beaucoup Florian.